Il pensait que je ne découvrirais jamais la vérité. Que notre vie était un tableau si parfait, une symphonie si bien orchestrée. Que je n'entendrais jamais la fausse note, que je ne verrais jamais la fissure qui le traversait de part en part. Il était convaincu que son mensonge resterait enfoui sous des couches de routine, de baisers matinaux, et de promesses murmurées dans le noir. Mais la vérité a sa propre volonté. Elle éclate pas toujours dans le fracas d'un orage, parfois, elle se révèle dans le silence d'un écran qui s'allume. L'histoire que je vais vous raconter n'est pas celle d'un cœur brisé qui apprend à se réparer. C'est l'histoire d'une femme qui a dû regarder son monde brûler jusqu'aux fondations pour découvrir, dans les cendres, le visage de celle qu'elle était vraiment. Ce n'est pas l'histoire de sa trahison, c'est l'histoire de ma naissance. Notre vie était belle, c'est la première chose que les gens disaient. Et ça, était vrai. De l'extérieur, nous étions l'image même du bonheur tranquille. Une jolie maison, des carrières stables, des week-ends passés à se promener en forêt, ou à recevoir des amis autour d'un bon repas. J était l'architecte de ce bonheur. Chaque coussin sur le canapé, chaque livre sur elle, étagère, chaque plat que je préparais, était une brique de plus dans la forteresse de notre couple. Je croyais en nous avec la ferveur d'un croyant. Notre amour était mon église, et j'en étais la gardienne la plus dévouée. Je me souviens des matins. L'odeur de son café qui se mêlait à la lumière pâle de l'aube. Le son de ses pas dans le couloir. La façon dont sa main trouvait la mienne, même dans son sommeil, comme un réflexe, un ancrage. Nous avions nos rituels, nos blagues que personne d'autre ne comprenait, notre langage secret fait de regards et de silences complices. Je pensais que était ça, la solidité. Un roc. Une évidence. Mais dans cette symphonie j'avais, sans m'en rendre compte, baissé le volume de mon propre instrument, petit à petit. J'avais arrêté écouter cette musique qu'il trouvait trop mélancolique. J'avais espacé les visites à cette amie qu'il jugeait un peu trop exubérante. J'avais mis en sourdine mes propres ambitions, ce projet d'écrire, ce désir de voyager seul, parce que nous, étions plus importants. Ce était pas des sacrifices, je me le disais. Était de l'amour. Était construire un nid, et pour cela il fallait bien renoncer à quelques brindilles personnelles. Je me le disais était fondu dans ce nous jusqu'à ne plus très bien savoir où je commençais et où il finissait. L'harmonie du couple était devenue ma seule mélodie. Et pourtant il y avait des murmures, des signaux si faibles que je les prenais pour le bruit du vent. Mon intuition, cette petite voix au fond de moi, me chuchotait parfois des avertissements. Un soir, il était rentré tard. L'odeur d'un parfum qui, n'était pas le mien flottant sur son manteau. Une réunion qui s'est terminée dans un bar avec des collègues, avait-il dit. Et j'avais balayé le doute. Pourquoi chercher la tempête quand le ciel est bleu? Il y avait aussi son téléphone, devenu soudain une extension de sa main, toujours retourné sur la table, vibrant en silence. Trop de notifications du travail, expliquait-il. Et je le croyais. Je le croyais parce que ne pas le croire aurait signifié admettre qu'une fissure pouvait exister dans mon roc. Et cette idée était tout simplement impensable. J'avais appris à faire taire cette voix, à la noyer sous le bruit de notre quotidien si parfait. J'y étais devenue experte dans l'art de me mentir à moi-même, bien avant de découvrir qu'il me mentait. Et puis il y a eu ce mardi. Un mardi gris et ordinaire, sans aucune particularité. Il était parti en oubliant son portable sur la table de la cuisine. Je ne l'ai même pas remarqué tout de suite. Je préparais mon thé, le regard perdu dans le jardin, pensant à la liste des courses. Et puis, l'écran s'est allumé. Une simple notification. Un prénom que je ne connaissais pas, suivi d'un message qui ne m'était pas destiné. Je n'ai pas eu besoin de lire la suite. Ces quelques mots en aperçus sur écran verrouillé, ont suffi. Ils ont agi comme un marteau sur une plaque de verre. En une seconde, la réalité s'est fracturée en 1 millier de morceaux. Le monde n'a pas basculé. Il s'est arrêté. Le son de la bouilloire, le tic-tac de l'horloge, le bruit de ma propre respiration, tout a disparu. Il n'y avait plus que le silence. Un silence assourdissant, glacial, qui venait de s'installer au centre de ma vie. J'ai fixé cet écran pendant ce qui m'a semblé une éternité. Mon cœur battait si fort dans ma poitrine que j'avais l'impression qu'il allait la briser. Un froid glacial s'est répandu dans mes veines. L'homme dont le nom était encore inscrit sur notre boîte aux lettres, l'homme qui avait dormi à mes côtés la nuit précédente, était un inconnu. Et ma vie, cette vie que j'avais bâtie avec tant d'amour et de soin, était qu'une façade. Un château de cartes magnifique mais fragile, qui venait de s'effondrer sous mes yeux. La confrontation,
quand il est revenu chercher son téléphone, est un souvenir flou, noyé dans un brouillard de douleur. Je me souviens de mon calme étrange, comme si J était devenue spectatrice de ma propre vie. Je lui ai posé la question, simplement. Et j'ai vu la panique dans ses yeux. D'abord, la négation. Tu es folle, tu te fais des films. C'est une collègue, tu interprètes tout. Il a essayé de retourner la situation, de me faire croire que le problème venait de moi, de ma jalousie, de mon imagination. C'est une technique terrible, le gaslighting. Elle vous fait douter de votre propre santé mentale. Pendant un terrible instant, j'ai presque vacillé. Et si ça était vrai? Si j'avais tout inventé? Mais une vérité, une fois qu'on l'a vue, ne peut plus être ignorée. J'ai pris le téléphone, je l'ai déverrouillé. Je connaissais son code, une autre preuve de ma confiance aveugle. Et j'ai ouvert la conversation. Je n'ai pas lu à voix haute. Je lui ai juste tendu l'appareil. Le silence qui a suivi a été sa seule confession. Le masque est tombé. Il n'y avait plus de mari aimant, juste un homme pris au piège, le visage déformé par la lâcheté. La douleur de la trahison n'est pas une douleur propre. C'est un coup de poignard qui ne saigne pas à l'extérieur. Il déchire l'âme et inonde tout de l'intérieur. Un poison lent qui contamine chaque souvenir, chaque moment de bonheur passé, les transformant tous en mensonges. Le mot divorce n'est pas sorti de ma bouche ce jour-là. Ce N n'était pas une décision à prendre, c'était une conséquence. L'inévitable conclusion d'une histoire qui venait de se révéler être une fiction. La période qui a suivi a été la plus sombre de mon existence. Un long tunnel sans lumière au bout. La maison, autrefois mon sanctuaire, était devenue une coquille vide, hantée par le fantôme de ce qui avait été. Chaque objet me rappelait notre vie commune. Son fauteuil, vide. Sa tasse de café, rangée dans le placard. Son côté du lit, terriblement froid. Le silence était devenu mon ennemi. Il était rempli de questions qui tournaient en boucle dans ma tête. Pourquoi? Depuis quand? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Mais la question la plus terrifiante était: qui suis-je maintenant? Pendant des années, mon identité S était définie par ce nous. J était sa femme, sa partenaire, sa moitié. Sans lui, je N était plus qu'un fragment, un vide. Les nuits étaient les pires. Des heures passées à fixer le plafond, à revivre la découverte, la confrontation, à analyser chaque mot, chaque regard des dernières années, cherchant des indices que j'avais manqués. Le sommeil était un répit rare, et le réveil, une punition. Chaque matin, pendant une fraction de seconde, j'oubliais. Et puis la réalité me frappait de plein fouet, une vague glaciale qui me submergeait. Je pleurais sous la douche, pour que le bruit de l'eau couvre celui de mes sanglots. C était le seul endroit où je m'autorisais à m'effondrer complètement. La peur était devenue ma compagne constante. La peur de l'avenir, un immense point d'interrogation. Comment allais-je m'en sortir financièrement? Où allais-je vivre? Et puis, il y avait la peur de la solitude, une peur viscérale, celle de ne plus jamais être aimé, de finir ma vie seule. J était au fond d'un gouffre, et chaque jour était une bataille titanesque, simplement pour trouver la force de sortir du lit, de m'habiller, de faire semblant d'aller bien devant le reste du monde. Et puis, un jour au plus profond de ce désert, une étincelle a jailli. Ce ne fut pas un acte héroïque, pas une grande révélation, ce fut un murmure. Je venais de passer des semaines à survivre, à fonctionner en pilote automatique. Un matin, en passant devant le miroir de la salle de bain, j'ai croisé mon propre regard. Et je ne me suis pas reconnue. La femme qui me faisait face avait les yeux cernés, le teint gris, les épaules voûtées par un poids invisible. Elle était éteinte. Diminuée. Une ombre d'elle-même. Et pour la première fois, ce n'est pas de la tristesse que j'ai ressentie, mais une bouffée de colère. Une colère saine, pure, salvatrice. Une colère dirigée non pas contre lui, mais contre ce que je étais devenu. Ce N était pas moi. Cette femme brisée et effacée, ce N était pas moi. Et dans le silence de la salle de bain, une phrase a résonné dans ma tête, claire et puissante. Je vaux mieux que ça. Ce fut le déclic. J'ai compris que rester dans cette situation, même après la fin de la relation, était continuer à vivre dans le mensonge. Était accepter être cette version diminuée de moi-même. Rester, était mourir à petit feu. Partir N, était plus une fuite ou une défaite. Était un acte de survie. Un acte d'amour-propre. Pour la première fois depuis des années, il ne s'agissait plus de lui, ou de nous. Il s'agissait de moi. Je devais me choisir. Annoncer ma décision a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Affronter le jugement des autres, leurs conseils non sollicités, leur pitié parfois.
Certains ne comprenaient pas. Mais vous étiez un couple si parfait, disait-il. J'ai dû renoncer non pas à l'amour, qui était déjà mort, mais à l'espoir. L'espoir de ce que notre relation avait un jour représenté, l'espoir d'un futur qui n'existerait jamais. Était le deuil le plus difficile. Le deuil de l'illusion. Mais chaque pas que je faisais pour M, éloigné de cette vie, était un pas de plus vers moi-même. La reconstruction a été un long chemin, pas une course. Ce ne fut pas un processus magique. Il n'y a pas eu de moment cinéma où tout s'est arrangé d'un coup. Était un travail de patience, de discipline, et surtout, d'auto-bienveillance. J'ai commencé par faire les cartons. Chaque objet que je prenais dans mes mains était un souvenir. Certains étaient douloureux. D'autres, doux amers. Emballer ma vie dans des boîtes en carton était un acte symbolique puissant. Je ne faisais pas que déménager. Je triais mon passé. Je choisissais ce que je voulais garder, et ce que je devais laisser derrière moi pour pouvoir avancer. La première nuit dans mon nouvel appartement, petit et impersonnel, a été terrifiante. Le silence était différent ici. Il était pas lourd de son absence, il était simplement vide. Et dans ce vide, pour la première fois, il y avait de la place. De la place pour moi. J'ai pleuré bien sûr. Mais ce était plus les mêmes larmes. Étaient des larmes de libération. Lentement j'ai commencé à me redécouvrir. Comme si je rencontrais une vieille amie perdue de vue depuis longtemps. J'ai remis cet album de musique qu'il détestait. Et j'ai dansé seul dans mon salon. J'ai cuisiné ce plat épicé qu'il ne pouvait pas supporter. J'ai rappelé cet ami que j'avais négligé. Et nous avons ri pendant des heures. Comme avant. Chaque petite chose était une reconquête. Un petit bout de moi que je récupérais. J'ai entrepris ce voyage que nous avions toujours repoussé. Seul. J'ai marché au bord de la mer. J'ai lu des livres dans des cafés. J'ai dîné seul au restaurant. Au début, ça a été étrange, intimidant. Mais j'ai appris à apprivoiser ma propre compagnie. J'ai découvert que était pas seulement la moitié de quelque chose, mais une personne entière. J'ai commencé une thérapie, non pas pour l'oublier, mais pour me comprendre. Pour comprendre pourquoi j'avais permis à ma propre voix de éteindre, pourquoi j'avais ignoré mon intuition. J'ai appris à écouter à nouveau cette petite voix intérieure, et j'ai découvert qu'elle était ma meilleure alliée. Avec le temps, quelque chose étonnant s'est produit. La douleur de la trahison, cette rage sourde, a commencé à se transformer. Elle s'est muée en une étrange forme de gratitude. Son mensonge ne m'avait pas détruite. Il m'avait brisée, oui. Mais c'est précisément parce que était en 1000 morceaux que j'ai pu me reconstruire. Pièce par pièce. Pas comme était avant, mais comme était censée être. Plus forte, plus authentique, plus consciente de ma propre valeur. Aujourd'hui, la femme qui vous raconte cette histoire n'est plus une victime. Je ne suis pas la femme qui a été trompée. Je suis l'architecte de mon propre bonheur. Je suis la maîtresse de mon temps, de mes choix, et de ma paix intérieure. La force que j'ai trouvée n'est pas venue de l'extérieur. Elle n'est pas venue d'une nouvelle rencontre. Elle est née des cendres de ce mariage. Il pensait que je ne découvrirais jamais son mensonge, il pensait que Gérard Delgy était trop fragile pour supporter la vérité. Mais en découvrant sa trahison, ce n'est pas lui que j'ai perdu. C'est moi que j'ai retrouvé. Et cette découverte, cette libération, est la plus grande et la plus belle histoire d'amour que j'ai jamais vécue. L'histoire d'amour avec moi-même. La vérité ne m'a pas tué, elle m'a fait renaître. Pour comprendre la fin, il faut parfois revenir au tout début, à l'instant précis où tout a commencé. Notre histoire n'a pas débuté par un coup de foudre spectaculaire, mais par quelque chose de plus doux, de plus insidieux. Était un après-midi d'automne, dans une petite librairie de quartier, l'une de celles qui sentent le papier vieilli, et la cire d'abeille. La lumière dorée filtrait à travers la vitrine, illuminant la poussière qui dansait dans les airs. Je cherchais un recueil de poésie, perdu dans mes pensées, quand nos mains se sont frôlées en attrapant le même livre. Un cliché, je sais. Mais à ce moment-là, cela m'a semblé être un signe du destin. Il a souri. Ce était pas un sourire de séducteur, mais un sourire sincère, presque timide, qui a illuminé tout son visage. Il avait des yeux qui semblaient vraiment vous voir, qui ne vous survolaient pas. Nous avons commencé à parler, d'abord du livre, puis de tout et de rien. La conversation était si facile, si fluide, comme si nous nous connaissions depuis toujours. Il y avait une sorte de calme qui émanait de lui, une force tranquille qui m'a immédiatement rassuré. Dans un monde bruyant et agité, il était une mélodie apaisante. Ma première impression de lui a été celle d'un homme profondément bon. Il était intelligent sans être pédant, ambitieux sans être arrogant.
Il parlait de ses rêves avec une passion contagieuse, mais il écoutait les miens avec une attention encore plus grande. C'est ça, qui m'a le plus attiré. Le sentiment d'être entendu. Vraiment entendu. Il se souvenait de détails que j'avais mentionnés en passant, le nom de mon chat d'enfance, mon aversion pour la coriandre. Ce rêve un peu fou, de vouloir un jour ouvrir un petit salon de thé. Il donnait l'impression que chaque parcelle de mon être était importante. À cette époque, il était mon port d'attache avant même que nous soyons un couple. Il était prévenant, fiable. Le genre d'homme qui vous envoie un message pour s'assurer que vous êtes bien rentré, qui vous apporte une soupe chaude quand vous êtes malade, qui croit en vous plus que vous ne croyez en vous-même. Il était mon plus grand supporter, mon confident. Il incarnait la sécurité, la promesse d'un amour adulte, stable. Un amour sur lequel on pouvait bâtir. Je le voyais comme un chêne centenaire, solide, avec des racines profondes, incapable de se plier au vent. Je me souviens d'un week-end, quelques mois après notre rencontre. Nous étions partis en Normandie, dans une petite maison louée face à la mer. Le temps était maussade. Une pluie fine et persistante nous avait confinés à l'intérieur. Nous aurions pu être déçus, mais ce fut l'un des plus beaux moments de ma vie. Nous avons passé la journée à lire au coin du feu, à cuisiner ensemble en buvant du vin, à parler pendant des heures, allongés sur un tapis, en regardant les flammes danser. Le soir, la pluie s'était arrêtée. Nous sommes sortis marcher sur la plage déserte. Le sable était humide et froid sous nos pieds nus, le ciel était immense, d'un gris perle. Il n'y avait que le bruit des vagues, et le son de nos respirations. Il s'est arrêté, a pris mon visage entre ses mains, et m'a regardé avec une intensité qui a fait taire le monde autour de nous. Il a dit, « Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je sais une chose. Avec toi, même un jour de pluie est parfait. Je veux passer le reste de ma vie à transformer les jours de pluie en souvenirs parfaits. » Ce soir-là sur cette plage, je n'ai pas seulement cru que notre avenir serait heureux. J'en étais certaine. Ces mots N n'étaient pas une simple déclaration, étaient une promesse. La fondation sur laquelle j'allais construire, sans le savoir, tout mon univers. Était le début de notre symphonie, et chaque note me semblait juste, pure et éternelle. Je ne pouvais pas imaginer, alors, que le chef d'orchestre lui-même, serait celui qui, un jour, jouerait la partition de notre destruction. Le passage du nous de la rencontre au nous du mariage s'est fait sans heurts, comme une évidence. Notre amour, n'était pas un feu de paille, il était un feu de cheminée, constant, chaleureux, qui grandissait en intensité chaque jour. L'idée de passer le reste de nos vies ensemble, n'a pas été une décision, mais une reconnaissance. Nous étions déjà chez nous l'un avec l'autre. Le mariage n'allait être que la porte d'entrée officielle de cette maison, que nous avions déjà construite dans nos cœurs. Je me souviens de sa demande comme si Clem et Crae étaient hier. Il m'avait dit de m'habiller, que nous allions dîner pour notre anniversaire de rencontre. Mais au lieu de tourner en direction du centre-ville, il a pris le chemin du quartier de notre premier rendez-vous. Mon cœur a commencé à battre un peu plus vite quand il s'est garé devant la petite librairie. Elle était fermée, la lumière tamisée à l'intérieur la rendait encore plus magique. Il a sorti une vieille clé en laiton de sa poche et a ouvert la porte. Le propriétaire, un vieil ami à lui, nous avait laissé les lieux pour la soirée. L'odeur de papier et de cire m'a enveloppée. Il m'a prise par la main et m'a conduite au fond du magasin, dans le rayon de la poésie, à l'endroit exact où nos mains étaient frôlées. Sur une petite table, il y avait un seul livre, magnifiquement relié en cuir, sans aucun titre. Je l'ai ouvert. Les premières pages étaient des photos de nous, des moments volés, des sourires, des voyages. Puis les pages sont devenues blanches, attendant d'être remplies. Et sur la toute dernière page, au centre il avait écrit à la main. Chaque histoire a besoin d'un début. Le nôtre était ici. Mais la plus belle partie est celle que nous n'avons pas encore écrite. Veux-tu être ma co-autrice pour tous les chapitres à venir? Quand j'ai relevé les yeux, embué de larmes, il était à genoux, un écrin ouvert dans la main. Je n'ai pas seulement dit oui. J'ai dit oui à notre histoire, à notre avenir, à la certitude que j'avais trouvé l'homme avec qui je voulais remplir toutes les pages blanches de ma vie. Nos premières années de mariage ont été une toile que nous peignions à 4 mains. Nous avons acheté cette maison, notre premier vrai foyer. Je me souviens des week-ends passés en salopette, à poncer des parquets, et à peindre des murs. Chaque choix était une conversation, une négociation joyeuse. La couleur du salon, l'emplacement du potager, le type de rose à planter le long de l'allée. Était plus que de la décoration. Était la matérialisation de notre couple. Nous construisions notre forteresse, brique par brique. Nos rêves étaient grands,
mais ils étaient simples. Nous voulions voyager. Nous avions une carte du monde punaisée dans notre bureau, avec des fils de laine reliant les endroits que nous voulions voir. Les temples de Kyoto au printemps, les aurores boréales depuis une cabane en Norvège, un road trip sans but sur la côte amalfitaine. Nous parlions d'avoir des enfants, un jour. Nous imaginions leurs rires, résonnant dans le jardin, les histoires que nous leur lirions le soir. Nous nous projetions vieux, assis sur le porche, les mains ridées mais toujours entrelacées, à regarder le soleil se coucher sur la vie que nous avions bâtie. Était notre plan, notre feuille de route. Et elle était parfaite. Il y a eu tant de moments de bonheur. Des éclats de lumière si vifs qu'ils auraient dû m'aveugler sur les ombres qui se profilaient. Mais s'il fallait n'en choisir un seul instant pour symboliser le sommet de notre amour, ce ne serait pas un grand voyage, ou une célébration extravagante. Ce serait une nuit d'hiver, 2 ans après notre mariage. Une tempête de neige était abattue sur la région, et une panne de courant nous avait plongés dans le noir et le silence. Le monde extérieur avait disparu. Il n'y avait plus que nous, la maison, et le bruit du vent qui hurlait dehors. Il a allumé des dizaines de bougies dans le salon. La pièce baignait dans une lueur dorée et dansante. Il a sorti une vieille bouteille de vin, celle que nous gardions pour une grande occasion. Je crois que survivre à l'apocalypse est une grande occasion, avait-il plaisanté. Nous nous sommes assis par terre, sur des coussins devant la cheminée. Sans télévision, sans téléphone, sans aucune distraction. Nous avons parlé pendant des heures. Pas de logistique. Pas de liste de courses, pas de plan pour la semaine. Nous avons parlé de nos peurs d'enfants, de nos rêves les plus fous, de la première fois où nous avions su que nous étions amoureux. Le temps était suspendu. Dans la lueur des flammes, je regardais son visage, la façon dont ses yeux brillaient quand il souriait, et une vague de gratitude si puissante m'a submergé, que j'ai cru que mon cœur allait déborder. Je lui ai dit, c'est ça le bonheur, ici, maintenant, avec toi. Il a pris mon visage entre ses mains, son regard était grave et tendre. Il a répondu, tu es mon phare. Même quand tout est noir autour, tu es la seule lumière dont j'ai besoin. Cette nuit-là, blotti contre lui, écoutant le crépitement du feu et le souffle de la tempête, je me sentais invincible. Protégé. Notre amour était ce feu, cette lumière dans le noir, une forteresse imprenable contre toutes les tempêtes du monde. J'étais si sûr de nous. Si sûr de la solidité de nos fondations. Je pensais que nous avions construit notre maison sur le roc. J'ignorais que le roc lui-même était une illusion, et que les premières fissures étaient déjà là, invisibles, silencieuses, attendant leur heure sous la surface de notre bonheur parfait. Rétrospectivement, il est difficile de dire quand la première fissure est apparue. Les tremblements de terre ne commencent pas par une faille béante. Ils débutent par des vibrations imperceptibles, des murmures profonds sous la surface de la terre. Notre fin a commencé de la même manière. Pas avec un cri, mais avec un changement de silence. Le silence que nous partagions autrefois était un cocon. Un espace de confort où les mots « haine » étaient pas nécessaires. Nous pouvions passer des heures à lire dans la même pièce, et ce silence était plein de notre présence, de notre amour. Puis, lentement, il a changé de nature. Il est devenu lourd, vide. Un silence qui hier n'était plus une connexion, mais une distance. Je le sentais s'installer entre nous à table, le soir. Je parlais de ma journée, et ses réponses étaient devenues des monosyllabes. Son regard haine était plus sur moi, mais à travers moi perdu dans un ailleurs où je était pas invité. Son esprit était parti bien avant son corps. Son téléphone a été le premier symptôme tangible. Cet objet, qui était autrefois posé nonchalamment n'importe où, est devenu une forteresse. Il avait activé un nouveau code, pour la sécurité du travail, disait-il. Il le posait toujours écran retourné sur la table. Il l'emportait avec lui dans la salle de bain. Si je passais derrière lui, pendant qu'il écrivait un message, je sentais son corps se raidir, son pouce se dépêcher de fermer l'application. Chaque vibration silencieuse dans sa poche était comme une petite décharge électrique dans la pièce. Je n'ai jamais demandé à regarder. Je ne voulais pas être cette femme-là, la femme jalouse et suspicieuse. Et surtout, au fond de moi j'avais une peur bleue de ce que je pourrais y trouver. Puis il y a eu les changements dans sa routine, les réunions tardives qui se multipliaient, les dîners d'affaires le week-end. Au début je l'ai cru. J'étais fier de sa réussite. Je lui préparais une assiette qu'il ne mangerait pas, je l'attendais en lisant sur le canapé, jusqu'à ce que le sommeil me gagne. Mais les excuses sont devenues de plus en plus vagues, de moins en moins crédibles. Un soir, il est rentré sentant la fumée de cigarette, alors qu'il avait arrêté depuis des années.
était insupportable dans le bar où nous étions, a-t-il soufflé en se débarrassant de sa veste. Je n'ai rien dit. J'ai juste ajouté cette incohérence à la pile grandissante de petites choses qui n'avaient pas de sens. La manipulation la plus cruelle, la plus insidieuse, était pas dans les mensonges eux-mêmes, mais dans la façon dont ils me faisaient douter de ma propre perception de la réalité. Chaque fois que j'osais exprimer une inquiétude, un malaise, il retournait la situation contre moi avec une habileté de maître. Je devenais la source du problème. Je me souviens d'un soir en particulier. J'avais trouvé un ticket de cinéma dans la poche de son jean en faisant la lessive. 2 places, pour un film que je voulais voir, datant d'un après-midi où il était censé être en réunion à l'extérieur. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Était une preuve, une petite chose concrète au milieu de tous mes doutes impalpables. J'ai attendu qu'il rentre, le ticket posé sur la table de la cuisine, comme une pièce à conviction. Quand il l'a vu, il n'a pas paniqué, il a souri. Un sourire las, plein de pitié pour moi. Ah, ça. J'ai accompagné un collègue qui venait de se faire larguer, il avait besoin de se changer les idées. Je ne t'en ai pas parlé pour ne pas t'inquiéter avec ces histoires. La réponse était si simple, si plausible. Et puis est venue la seconde lame. Sérieusement, tu en es arrivé à fouiller mes poches maintenant? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi en ce moment? Tu es tellement tendue, tellement négative. Tu vois le mal partout. C'est toi qui crées des problèmes là où il n'y en a pas. Je travaille comme un fou pour nous, et quand je rentre, j'ai droit à un interrogatoire. C'est étouffant. Il a parlé avec un tel calme, une telle assurance. En quelques phrases, il m'avait transformé de victime potentielle en coupable. Était moi, la fouineuse. Moi, la paranoïaque. Moi, l'âme qui était l'ennre banco de bétouffante. Je me suis sentie petite, honteuse. J'ai fini par m'excuser. Je me suis excusée de même, être inquiétée. Je me suis excusée d'avoir douté de lui. Il m'a prise dans ses bras, m'a caressé les cheveux en disant « Ne t'inquiète pas mon amour. Tout va bien. C'est juste le stress. » Et dans ses bras, j'ai choisi de le croire. Parce que l'alternative était un abîme que je n'osais pas regarder. Cette scène s'est répétée sous différentes formes, encore et encore. L'odeur de ce parfum sur son manteau, tu deviens folle, ça sent juste le pressing. Le fait qu'il ne me touche plus. Je suis fatiguée par le travail, tu pourrais essayer de comprendre au lieu de me mettre la pression. Mon intuition qui hurlait. Il la réduisait à des hormones, de la jalousie mal placée, ou à mon imagination débordante. Il ne m'a jamais insulté, il n'a jamais levé la main sur moi. La violence était plus subtile. Était une érosion lente de mon estime de moi. Il me faisait croire que mes émotions étaient pas valides, que mes perceptions étaient fausses. Il était en train de réécrire ma réalité, et je le laissais faire, parce que la sienne était tellement plus rassurante. Lentement, j'ai commencé à me méfier de moi-même. J'ai commencé à croire que j'étais, en effet trop sensible, trop compliqué. La petite voix au fond de moi, mon intuition s'est tue. Je l'avais moi-même bâillonnée, convaincue qu'elle était une ennemie de notre bonheur. Le début de la fin, n'a donc pas été la découverte de la trahison. Était que le coup de grâce. Le début de la fin, c'est le jour où j'ai accepté son premier mensonge plausible. C'est le jour où j'ai choisi son confort plutôt que ma vérité. C'est le jour où j'ai commencé à douter de ma propre santé mentale. La trahison n'a pas commencé quand il a touché une autre femme. Elle a commencé quand il m'a regardé dans les yeux, et a choisi de me manipuler, plutôt que de me respecter. Il n'a pas seulement brisé sa promesse de fidélité. Il a brisé ma confiance en mon propre jugement. Et ça, c'est une blessure bien plus profonde. Il ne se contentait pas de me tromper. Il me convainquait, avec une patience terrifiante, que la folie était pas dans ses actes, mais dans mes yeux qui commençaient à les voir. La découverte n'a pas été la fin. Était que le début de la fin. Après la confrontation, un brouillard étrange s'est installé dans la maison. Un cessez-le-feu non déclaré. Il dormait sur le canapé. Et pendant quelques jours, nous avons vécu comme des fantômes dans notre propre vie, nous croisant dans les couloirs sans un mot, le poids de la vérité non dite flottant entre nous comme un gaz toxique. Une partie de moi, la partie qui avait passé des années à construire et à protéger notre couple, espérait encore. Un miracle, peut-être. Des excuses sincères. Un signe de remords qui me permettrait de croire qu'il y avait encore quelque chose à sauver. La goutte d'eau n'a pas été un cri, ni une nouvelle trahison. Ce fut une conversation, une semaine après le jour où, écran S, était allumé. J'avais besoin de comprendre. Pas les détails sordides de sa liaison,
Mais le pourquoi? Pourquoi notre vie, notre amour n'avait pas suffi? Je l'ai trouvé dans la cuisine, un soir, en train de se préparer un café, comme si de rien t'allait aider. J'ai pris mon courage à deux mains, et j'ai parlé. Ma voix tremblait. Je lui ai parlé de ma douleur, de ce sentiment d'avoir été effacé, de la destruction de tout ce en quoi je croyais. Je parlais, et il même, écoutait en silence, le dos tourné, attendant que le café coule. Quand j'ai eu fini, le souffle court, les larmes aux yeux, il s'est retourné lentement. Il n'y avait aucune tristesse dans son regard. Aucune empathie. Juste de la lassitude. Il a soupiré, comme si je venais de lui exposer un problème de logistique particulièrement ennuyeux. Et puis il a dit les mots qui ont tout scellé. Écoute, je suis désolé que tu l'aies découvert comme ça. C'est une erreur, ça n'aurait jamais dû arriver. Mais maintenant, on ne peut pas revenir en arrière. Alors est-ce qu'on peut juste arrêter d'en faire tout un drame et essayer d'avancer? Arrêter d'en faire tout un drame. Ces mots ont résonné dans le silence de la cuisine. Il ne parlait pas de sa trahison, comme d'une blessure mortelle portée à notre couple, mais comme d'un simple drame. Mon monde en ruine était pour lui qu'un contretemps. À cet instant précis, j'ai compris. J'ai compris que l'homme que j'avais aimé n'existait plus. Ou peut-être n'avait-il jamais existé. Ce haine était pas l'infidélité qui était impardonnable. Était son mépris total pour ma douleur. Était la preuve qu'il ne me voyait plus. Que je haine était plus qu'un meuble dans le décor de sa vie. Une sorte de calme glacial m'a envahi. La douleur a laissé place à une certitude froide et limpide. J'ai relevé la tête, je l'ai regardé droit dans les yeux, et pour la première fois je l'ai vu tel qu'il était. Un homme faible, effrayé, incapable d'assumer les conséquences de ses actes. Ma voix, quand elle est sortie, ne tremblait plus, elle était stable, résolue. Je veux le divorce. Le mot a flotté entre nous, il a d'abord ri. Un petit rire nerveux. Arrête tes bêtises, tu es juste en colère, c'est normal, tu ne le penses pas vraiment. Mais il a vu dans mon regard que ce haine était pas une menace, était une sentence. Son visage s'est décomposé. La lassitude a fait place à la panique. Pas la panique de me perdre, moi. La panique de perdre sa vie confortable, sa maison, sa façade de mari parfait. Tu ne peux pas faire ça, a-t-il commencé, sa voix montant d'un cran. Après tout ce que nous avons construit, tu vas tout jeter en l'air pour une stupide erreur? Il a essayé de me faire culpabiliser, de me supplier, de se mettre en colère. Mais était trop tard. Le marteau avait frappé le verre, et aucune colle ne pourrait jamais réparer les morceaux. Je n'ai rien répondu. Je me suis retournée et j'ai quitté la pièce, le laissant seul au milieu des ruines de notre cuisine et de notre vie. Les semaines qui ont suivi ont été un chaos organisé. Il a fallu annoncer la nouvelle. D'abord à nos familles. Ma mère a pleuré. Ses parents ont pris sa défense, sous-entendant que j'avais sûrement ma part de responsabilité. Puis, les amis. Ce fut le plus dur. Voir la surprise, l'incompréhension sur leur visage. Mais vous étiez le couple parfait. Une phrase que j'ai entendue en boucle, chaque fois comme un coup de poignard, me rappelant la perfection de l'illusion que j'avais moi-même entretenue. Certains ont choisi leur camp. Des amitiés se sont effritées. J'ai appris à naviguer dans un monde social qui était soudainement devenu un champ de mines. Pendant ce temps, la maison était devenue un territoire à diviser. Nous vivions sous le même toit, mais dans des univers parallèles. La tension était palpable, chaque objet était devenu un point de discorde potentiel. Un jour, en rentrant du travail, j'ai trouvé des cartons dans le salon. Il avait commencé à emballer ses affaires. Le voir faire, le voir toucher nos souvenirs communs, ce vase que nous avions acheté en Italie, ces livres que nous nous étions offerts, avec une froideur détachée, était une torture. Chaque objet qu'il mettait dans un carton était un morceau de notre histoire qu'il jetait. Le jour de son départ, je suis restée enfermée dans la chambre. J'ai entendu le bruit du camion, les pas lourds dans l'escalier, puis le son final de la porte d'entrée qui se ferme. Un clic. Et puis le silence. Un silence si total, si définitif, qu'il en était presque assourdissant. Notre forteresse était vide. Le processus de divorce a été le reflet de la fin de notre mariage, une façade de civilité qui cachait une guerre de tranchées. Il avait dit qu'il voulait que les choses se passent bien, mais ce bien signifiait que je devais renoncer à tout, sans faire de vagues. La maison, notre maison, est devenue le principal champ de bataille. Était plus qu'un bien immobilier. Était mon sanctuaire, le lieu où j'avais investi tout mon amour, chaque parcelle de mon énergie. Il la voulait.
Pas pour y vivre, mais pour que je ne l'aie pas. Si P était sa dernière tentative de contrôle, son dernier moyen de me faire du mal. Le moment le plus difficile a été la première médiation, dans le bureau glacial d'un avocat. Nous étions assis de part et d'autre d'une grande table en acajou, 2 étrangers qui se connaissaient par cœur. Il a parlé de la maison comme d'un actif financier. Il a argumenté avec des chiffres, des estimations, des projections. Il a effacé d'un trait de plume les week-ends passés à peindre, les dîners entre amis dans le jardin, la nuit de la tempête de neige passée devant la cheminée. Empêli, écoutant, j'ai ressenti une tristesse infinie. Il ne se battait pas pour des souvenirs. Il se battait pour des briques et du mortier. Et j'ai compris que je devais la laisser partir. Me battre pour cette maison, c'est ça, était resté enchaîné à lui, à notre passé. La lâcher, c'est ça, était me libérer. Le jour de la signature des papiers du divorce est gravé dans ma mémoire. Était un matin de novembre, pluvieux, assorti à mon humeur. Le bureau de l'avocat était impersonnel, des murs beiges, des piles de dossiers. Il était déjà là, assis, évitant mon regard. Nous n'avons pas échangé un mot. L'avocat a sorti les documents, un tas de feuilles qui représentaient la dissolution officielle de notre univers. Il a expliqué les clauses d'une voix monotone. Je haine. Écoutez pas vraiment. Je fixais le stylo posé devant moi. Un simple stylo à billes noires. L'arme qui allait mettre fin à une décennie de ma vie. Quand mon tour est venu de signer, ma main tremblait. J'ai pris le stylo. Il était froid et lourd. En le posant sur le papier à côté de mon nom, j'ai revu défiler notre vie. Notre rencontre dans la librairie. Sa demande en mariage. Nos mains peignant les murs de notre première maison. Son regard cette nuit-là. Devant la cheminée. Une larme a roulé sur ma joue et est tombée sur le document, faisant baver une lettre. J'ai essuyé la tache d'un revers de main. Était une tache d'encre et de chagrin. Et puis, j'ai signé. Mon nom, autrefois lié au sien, maintenant seul sur la page. Ma signature était ferme. Était un acte de deuil, et un acte de naissance. En relevant la tête, j'ai croisé son regard, pour la première fois de la journée. J'y ai cherché quelque chose. Un regret, une tristesse, un écho de l'homme que j'avais connu. Je n'ai vu que du soulagement. Le soulagement de l'homme qui vient de se débarrasser d'un problème. À cet instant, la dernière braise d'amour ou de nostalgie s'est éteinte en moi. Je me suis levé, j'ai murmuré au revoir à l'avocat, et je suis sorti. Dehors, la pluie avait cessé. Un rayon de soleil perçait à travers les nuages. J'ai pris une grande inspiration. L'air était froid. Mais il semblait neuf. Je haine était plus une épouse. Je haine était plus sa moitié. J était juste. Moi. Et pour la première fois depuis une éternité, cela ne me semblait pas être un vide, mais un espace. Un espace infini de possibilités. Le livre de notre histoire était fermé. Une page blanche m'attendait, et était à moi, et à moi seul, de l'écrire. Les premiers mois après la signature furent un désert. Un silence si dense qu'il en avait un poids. La maison, maintenant vendue, avait été remplacée par un petit appartement en ville, et ses murs blancs semblaient me renvoyer l'eau, écho de ma propre solitude. Les week-ends étaient les plus difficiles. Ces longues étendues de temps, autrefois remplies de projets à deux, de brunch et de promenades, étaient devenues des gouffres à combler. Il y avait des moments où la solitude était une douleur physique, une crampe au cœur, le sentiment d'un membre fantôme à côté de moi dans le lit. Je devais réapprendre à vivre au singulier. Mais au milieu de ce deuil, de petites pousses de liberté ont commencé à percer. Des choses minuscules, presque ridicules. Comme le droit de manger une glace directement dans le pot pour le dîner, sans personne pour juger. Le plaisir de mettre cette chanson triste en boucle pendant 1 heure, parce qu'elle me faisait du bien. Le jour où j'ai peint le mur de mon salon d'un bleu profond et audacieux, une couleur qu'il aurait détestée, a été une véritable déclaration d'indépendance. Chaque petite décision prise pour moi et pour moi seul, était une reconquête de territoire. Cette liberté, d'abord effrayante, est devenue mon oxygène. La guérison a été un travail conscient. J'ai compris que le temps seul ne guérit rien si l'on ne fait rien avec ce temps. La thérapie a été ma bouée de sauvetage. Ce haine était pas un lieu pour parler de lui, mais un lieu pour parler de moi. Pour comprendre pourquoi j'avais donné les clés de mon bonheur à quelqu'un d'autre. Pour apprendre à écouter cette intuition que j'avais si longtemps étouffée. J'ai recommencé à écrire. Ce projet de roman mis de côté parce que nous n'avions pas le temps, est devenu mon journal de bord, mon exutoire, ma passion. J'ai renoué avec ces amis que j'avais délaissés, et leurs rires ont été un baume sur mes plaies.
Je me suis inscrite à un cours de poterie, juste pour le plaisir de créer quelque chose de beau, avec mes propres mains, de transformer un bloc de terre informe en quelque chose de solide et d'unique. Je me reconstruisais, littéralement. Aujourd'hui, ma vie n'a rien à voir avec le tableau parfait que j'essayais de peindre autrefois. Elle est plus petite, plus simple, mais elle est infiniment plus réelle. Je vis dans cet appartement aux murs bleus, qui est rempli de plantes, de livres et d'objets qui racontent mon histoire, et non la nôtre. Ma routine est douce. Elle est faite de yoga le matin au lever du soleil, de longues marches avec mon chien, adopté il y a 1 an, et de soirées passées à lire ou à recevoir des amis pour des dîners sans prétention. La femme que je suis devenue est différente. Elle est moins prompte à plaire, et plus prompte à écouter. J'ai appris que la gentillesse envers soi-même n'est pas de l'égoïsme, mais une nécessité. J'ai appris que l'amour, le vrai, ne vous demande pas de vous diminuer pour faire de la place à l'autre. Il vous invite à grandir, côte à côte. J'ai appris que ma valeur n'est pas négociable, et qu'elle ne dépend pas du regard d'un homme. La plus grande leçon a été de découvrir ma propre résilience. Je suis tombée au fond du gouffre, et j'ai trouvé en moi la force de remonter, seule. Et le pardon ? Pendant longtemps j'ai cru que pardonner était un cadeau que je lui ferais. Une absolution qu'il ne méritait pas. Mais j'ai compris que le pardon n'a rien à voir avec lui. C'est un cadeau que je me suis fait à moi-même. Pardonner, ce n'est pas dire ce que tu as fait n'était pas grave. C'est dire ce que tu as fait ne contrôlera plus ma vie. J'ai pardonné à la situation de m'avoir brisé. Car c'est cette brisure qui a laissé entrer la lumière. Et je me suis pardonné à moi-même d'avoir été aveugle. Car j'ai fait de mon mieux avec l'amour que je connaissais à Zondvi, époque. Quant à l'avenir, je ne le planifie plus avec la même frénésie. Je ne cherche pas l'amour, mais je n'ai plus peur de lui. La différence, c'est que je ne vois plus une relation comme le centre de mon univers, mais comme une planète qui pourrait, un jour, graviter joyeusement aux côtés de la mienne. Pour l'instant, je suis concentré sur mes propres projets, mes voyages, mes amitiés. Mon bonheur ne dépend plus d'une promesse faite par quelqu'un d'autre. Il est là, ici et maintenant, dans la solidité de la femme que je suis devenue. Le livre de notre histoire est terminé, et j'ai arrêté de le relire. Devant moi il y a une page blanche. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai aucune idée de ce que je vais y écrire. Et c'est la plus belle, la plus excitante des libertés. Si je pouvais remonter le temps et parler à cette femme que j'aurais, était, celle qui a rangé les coussins sur le canapé, en croyant bâtir une forteresse, que lui dirais-je ? Je ne lui dirais pas de partir. Je ne lui dirais pas que son amour est une illusion. Elle ne me croirait pas, et elle ne devrait pas. Son amour à ce moment-là est la chose la plus réelle qu'elle connaisse. Non. Je m'approcherai doucement, je lui prendrai les mains, et je lui chuchoterai, écoute. Écoute cette petite voix que tu t'efforces de faire taire. Cette intuition qui frémit quand quelque chose ne sonne pas juste. Ce n'est pas de la folie. C'est ta boussole. Fais-lui confiance. Elle connaît le chemin, même quand tu refuses de voir la carte. Je lui dirai, n'aie pas si peur des fissures. Tu passes ton temps à les reboucher, à les masquer, à prétendre qu'elles n'existent pas. Mais une vie sans aucune fissure est une vie sans lumière. Un jour tu comprendras que c'est par ces brisures que tu te trouveras. Ta valeur n'est pas dans la perfection de cette maison, mais dans la force que tu déploieras pour la reconstruire, seule, sur tes propres fondations. Et enfin je la regarderai dans les yeux, et je lui dirai la seule chose qui compte, tu crois que ton plus grand amour c'est lui. Tu as tort. Ton plus grand amour c'est la femme que tu deviendras quand tout ceci sera terminé. Alors n'aie pas peur. La fin que tu redoutes tant n'est pas un effondrement. C'est une éclosion. Et à vous qui m'aime écoutez aujourd'hui. À vous qui vous reconnaissez peut-être dans le silence d'un dîner. Dans la vibration d'un téléphone retourné. Dans cette petite douleur sourde qui vous dit que quelque chose est cassé. Je veux vous dire que je vous vois. Je sais la terreur de regarder l'abîme s'ouvrir sous ses pieds. Je sais ce que c'est que de se sentir brisé en 1 million de morceaux si petits qu'on pense ne jamais pouvoir les rassembler. Mais écoutez-moi bien. Ces ruines sont le point de départ. Ce n'est pas une fin, c'est une page blanche. La plus terrifiante et la plus magnifique des pages blanches. Le voyage pour se reconstruire est long, et il n'est pas linéaire. Il y aura des jours où vous ferez 3 pas en avant et 2 pas en arrière. C'est normal. Soyez patiente avec vous-même. Soyez infiniment douce, apprenez à vous choisir. Choisissez-vous quand vous décidez de dormir 1 heure de plus, au lieu de vous lever pour affronter le monde. Choisissez-vous quand vous dites non à quelque chose qui ne vous nourrit pas, âme. Choisissez-vous, encore et encore, chaque jour, dans les plus petites décisions, jusqu'à ce que cela devienne un réflexe.
La vérité, quand elle éclate, fait un mal insupportable. On a l'impression qu'elle nous anéantit. Mais ce n'est pas vrai. La vérité ne détruit que les illusions. Elle brûle les décors en carton-pâte pour révéler ce qui est réel, ce qui est solide. Et la seule chose qui restera debout au milieu des cendres, c'est vous. Plus forte. Plus sage. Et enfin, incroyablement, accent aigu blouissamment libre. Votre plus belle histoire d'amour n'est pas derrière vous. Elle est sur le point de commencer. Et son héroïne, c'est vous.